Quand ma fille m'a dit de trouver un autre endroit où mourir, que je n'étais plus utile à rien, j'ai fait mes valises comme la mère obéissante que j'avais toujours été. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un avocat, découvrant que mon mari soi-disant aimant avait joué la plus longue partie d'échecs de l'histoire. Victoire était sur le point d'apprendre que parfois, le pion devient la reine. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me suivez. Laissez-moi vous raconter comment je suis passée de veuve sans abri à la femme qui détient toutes les cartes. Parce que, croyez-moi, cette histoire a plus de rebondissements qu'un labyrinthe de ruelles parisiennes. Il y a 2 mois, j'étais Marguerite Dubois, épouse dévouée depuis 43 ans et mère d'une fille spectaculairement ingrate. Quand Robert est mort d'une crise cardiaque à 71 ans, j'ai cru que mon monde s'effondrait. Victoire a fondu sur moi pendant mon deuil tel un vautour en vêtements de créateur, roucoulant sur combien cela devait être difficile pour moi. « Maman, tu ne peux pas gérer seule cette grande maison » avait-elle dit, sa voix suintant une fausse inquiétude. Les escaliers, l'entretien, tous ces souvenirs. Ce n'est pas sain. J'aurais dû voir le calcul derrière sa sollicitude. Victoire avait toujours été la préférée de Robert, sa petite princesse qui ne pouvait rien faire de mal. Quand elle a épousé ce banquier d'affaires, Kevin, et a commencé à produire des petits-enfants, Robert les a tous comblés. Pendant ce temps, j'étais juste la femme qui cuisinait, nettoyait et faisait en sorte que tout fonctionne sans accroc. Après les funérailles, Victoire est devenue de plus en plus insistante sur ma situation. Elle amenait Kevin pour des dîners de famille où il me coinçait avec des pamphlets immobiliers et des brochures de résidence pour seniors. « Maman, ces endroits sont merveilleux. Tu aurais des gens de ton âge, des activités, aucune responsabilité. » Ce qu'il voulait dire, c'était « pas d'héritage à diviser, pas de mère encombrante à gérer ». Le coup de grâce est tombé mardi dernier. Je vivais dans ce que Victoire appelait maintenant « notre maison », depuis 6 semaines après la mort de Robert, dormant toujours dans la chambre d'amis car je ne supportais pas de vider notre chambre. Victoire est arrivée à l'improviste avec Kevin et 2 grandes valises. « Maman, nous avons pris une décision. Kevin a eu sa promotion et nous devons emménager à Paris immédiatement. Cet hôtel particulier est parfait pour nous. » Je l'ai dévisagé, ne comprenant pas tout à fait. « Emménager ? Mais c'est ma maison. » Le masque de Victoire a glissé un instant, révélant le froid calcul en dessous. « En fait, maman, selon le testament de papa, j'ai hérité de tout. La maison, les investissements, tout. Je t'ai laissé rester ici par gentillesse, mais il est temps que tu trouves ton propre logement. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Victoire, il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. Papa savait que je prendrais mieux soin de son héritage que tu ne l'aurais jamais pu. Tu n'as jamais rien compris à l'argent ou aux investissements. Tu n'étais que sa femme. Que sa femme. 43 ans réduits à ces 4 mots. C'est là qu'elle a porté le coup fatal. Trouve un autre endroit où mourir. Tu ne sers plus à rien maintenant. J'ai fait mes bagages en un clin d'œil. 43 ans de mariage tenant dans 2 valises et une petite boîte de photos. Victoire regardait depuis le seuil, consultant sa montre comme si je la mettais en retard pour quelque chose d'important. Il y a une belle résidence pour seniors rue des Lilas, a-t-elle offert avec l'enthousiasme de quelqu'un recommandant un bon restaurant. Très abordable. Je suis sûre qu'ils ont des places. Abordable. Ma fille héritait de 30 millions d'euros et elle me suggérait de m'inscrire dans ce qui était essentiellement un EHPAD public. Kevin a chargé mes valises dans leur BMW avec l'efficacité de quelqu'un qui se débarrasse d'ordures. « Marguerite, tu vas adorer retrouver ton indépendance », a-t-il dit, sans vraiment croiser mon regard. Plus de soucis d'entretien de la maison ou de taxes foncières. Plus de maison, voulait-il dire. Alors que nous nous éloignons, j'ai regardé ma maison, la maison de Robert, la maison de Victoire maintenant, disparaître dans le rétroviseur. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé 4 décennies à faire de cette maison un foyer, à organiser les fêtes d'anniversaire de Victoire, à soigner Robert pendant sa maladie, à entretenir chaque détail qui lui tenait à cœur. Maintenant, on me conduisait dans un hôtel bas de gamme près du périphérique comme une invitée indésirable qui avait abusé de l'hospitalité. L'hôtel du crépuscule était exactement ce que l'on attend d'un endroit facturant 49 € la nuit. Des murs fins, des serviettes encore plus fines, et une moquette qui avait connu de meilleures décennies. Victoire m'a tendu 200 € en espèces comme si elle donnait un pourboire à une femme de chambre.
Ça devrait te couvrir pour quelques jours le temps que tu t'installes, a-t-elle dit. Je demanderai à Kevin de virer de l'argent sur ton compte une fois que nous aurons trié les papiers de papa. De l'argent de mon propre héritage. Après leur départ, je me suis assise sur le matelas affaissé et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. En l'espace de 3 heures, j'étais passée de veuve éplorée à personne âgée sans abri. La femme que j'avais élevée, aimée et pour qui je m'étais sacrifiée m'avait jetée comme une ordonnance périmée. Mais alors que j'étais assise dans cette chambre d'hôtel déprimante, quelque chose a commencé à me tracasser. Robert avait toujours été méticuleux dans ses affaires, obsessionnellement organisé pour les documents importants. Il m'avait montré le testament des années auparavant, m'expliquant ses volontés, s'assurant que je comprenais tout, et j'étais absolument certaine que ce n'était pas ce qu'il disait. Robert avait été beaucoup de choses, traditionnel, parfois têtu, occasionnellement condescendant sur les questions d'argent, mais il n'était pas cruel. L'homme qui m'avait tenu la main pendant la mort de ma mère, qui m'avait surprise avec des fleurs à chaque anniversaire, ne m'aurait pas laissé sans ressources. Le lendemain matin, j'ai utilisé le Wi-Fi de l'hôtel pour chercher l'avocat de Robert, maître Jean-Luc Moreau, le même avocat qui avait géré l'achat de notre maison et diverses affaires au fil des ans. Son cabinet était dans le 8e arrondissement, un trajet en bus de 20 minutes qui m'a coûté un argent précieux, mais qui semblait nécessaire. Maître Moreau était un homme distingué d'environ 70 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de fils. Quand sa secrétaire a annoncé que Madame Dubois était là concernant la succession de son mari, il a semblé sincèrement surpris. « Marguerite, ma chère, je me demandais quand vous viendriez. J'ai essayé d'appeler chez vous plusieurs fois, mais Victoire m'a dit que vous étiez en voyage. » « En voyage ?» C'est ce que ma fille lui avait dit. « Maître Moreau, je dois vous poser une question sur le testament de Robert. » Il parut perplexe. « Bien sûr. Victoire ne vous a-t-elle pas fourni votre copie ? » Je lui ai donné l'original et plusieurs copies après la lecture. Mon estomac s'est noué. Il y a eu une lecture ? Marguerite, vous étiez censée être là. Victoire a dit que vous étiez trop bouleversée, qu'elle s'occuperait de tout et s'assurait que vous receviez votre héritage. Le sang a quitté mon visage alors que la réalité me frappait. Maître Moreau. On ne m'a jamais parlé d'une lecture. Victoire m'a dit qu'elle héritait de tout. L'expression de Maître Moreau passa de la confusion à l'alarme. Il attrapa un épais dossier. Ses mouvements devinrent soudainement urgents. Marguerite, c'est impossible. Le testament de votre mari est très spécifique concernant votre héritage. Il sortit un document. J'ai reconnu la signature soignée de Robert en bas. Attesté et notarié, mais alors que Maître Moreau commençait à lire, j'ai réalisé que Victoire avait menti sur tout. Moi, Robert Jacques Dubois, saint d'esprit et de corps, lègue par la présente à ma femme bien-aimée Marguerite Anne Dubois ce qui suit, notre résidence principale au 847 avenue Montaigne, y compris tout le mobilier et les effets personnels. De plus, je lui lègue 70% de tous les actifs financiers, investissements et comptes, totalisant environ 20 millions d'euros. Ma tête s'est mise à tourner. 20 millions d'euros. La maison, 70% de tout. Maître Moreau a continué à lire, sa voix devenant plus sérieuse. À ma fille, Victoire Dubois-Renaud, je lègue 10 millions d'euros qui seront détenus en fiducie avec des distributions commençant à son 45e anniversaire, conditionnées au traitement qu'elle réservera à sa mère après mon décès. Conditionnées au traitement qu'elle me réservera. Robert avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait su exactement ce que Victoire essayerait de faire. Maître Moreau, ai-je murmuré, Victoire m'a dit que je n'héritais de rien. Elle s'est installée dans ma maison. Elle m'a donné 200 € et m'a suggéré de trouver une résidence pour seniors. Le visage de l'avocat âgé rougit de colère. Marguerite, ce que Victoire a fait s'appelle de l'abus de faiblesse et de l'escroquerie. Elle a commis plusieurs délits graves. Mais elle avait des documents légaux. Elle m'a montré des papiers. Falsifiés, très probablement, ou des documents d'une version antérieure. Votre mari a mis à jour son testament 6 mois avant sa mort, précisément parce qu'il était préoccupé par l'attitude de Victoire envers l'argent et son sentiment que tout lui était dû. La pièce tournait. Toutes ces fois où Victoire avait rejeté mes opinions, m'avait interrompu pendant les dîners de famille, levé les yeux au ciel quand j'essayais de contribuer aux conversations sur leurs vacances coûteuses ou les affaires de Kevin.
Robert avait observé, évalué, pris des décisions. Il y a plus, Marguerite. La clause de fiducie pour Victoire stipule spécifiquement que si elle ne parvient pas à vous traiter avec respect et dignité après ma mort, la totalité des 10 millions d'euros vous revient à la place. Je le fixai, sous le choc. Vous voulez dire que... Je veux dire que votre fille vient de se coûter 10 millions d'euros. Son héritage est maintenant le vôtre aussi. Vous n'héritez pas de 20 millions, Marguerite. Vous héritez de 30 millions, plus la maison et tous les biens personnels. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque drôle. Victoire avait été si prompte à réclamer son héritage qu'elle avait déclenché la clause exacte conçue pour me protéger de sa cupidité. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, ma voix à peine stable. Maître Moreau a souri et pour la première fois depuis la mort de Robert, j'ai vu une chaleur sincère dirigée vers moi. Maintenant, ma chère, nous appelons la police pour l'escroquerie. Et ensuite, nous appelons Victoire et l'informons qu'elle est sur le point de recevoir le choc de sa vie. Peut-elle contester cela? Avec quel argent? Elle est sur le point de découvrir que chaque compte qu'elle pensait contrôler vous appartient en réalité. Chaque investissement, chaque compte bancaire, chaque actif sauf votre maison est gelé en attendant l'enquête sur ses activités frauduleuses. Je pensais à Victoire dans ma maison, probablement déjà en train de planifier des rénovations, d'acheter de nouveaux meubles avec de l'argent qu'elle croyait être le sien. Kevin calculait probablement comment l'héritage affecterait son portefeuille d'investissement. Il n'avait aucune idée que dans environ 6 heures, leur monde entier allait imploser. Le bureau de Maître Moreau est devenu le quartier général de ce qu'il a joyeusement appelé l'opération justice. Il a contacté la police, les banques et un détective privé pendant que j'étais assise dans son fauteuil en cuir, encore en train de digérer l'ampleur de la tromperie de Victoire. Les documents falsifiés sont assez sophistiqués, a expliqué l'inspectrice Leclerc en examinant le faux testament que Victoire m'avait montré. Ce n'était pas un crime spontané. Quelqu'un a planifié cela avec soin. Vous pensez que Victoire a eu de l'aide? Ai-je demandé. Presque certainement, créer des faux juridiques convaincants nécessite des connaissances et des relations spécifiques. Nous devrons enquêter pour savoir si Kevin ou quelqu'un de son réseau financier était impliqué. En 2 heures, chaque compte avait été gelé. Les cartes de crédit de Victoire, liées à ce qu'elle croyait être ses nouveaux comptes d'héritage, ont été refusées. Les services publics de la maison, qu'elle avait déjà transférés à son nom, ont été suspendus en attendant la vérification de la propriété. Mon téléphone a sonné à 15h47 précise. Le nom de Victoire s'est affiché à l'écran. Maman, où es-tu? Il y a une sorte de confusion avec les comptes bancaires. Ils disent que les actifs de papa sont gelés. Bonjour, Victoire, je suis assise dans le bureau de Maître Moreau. Tu te souviens de lui? L'avocat de papa, celui qui a lu le vrai testament dans une pièce vide pendant que tu lui disais que j'étais en voyage. Silence, puis... Maman, je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais... J'ai découvert que tu es une menteuse et une voleuse, ma chérie. J'ai aussi découvert que ton père était beaucoup plus malin que nous ne le pensions. Tu ne comprends pas. Je te protégeais de la complexité de la gestion de tout cet argent. Tu n'as jamais eu à gérer des investissements. Oh, je comprends parfaitement. Tu as falsifié des documents légaux, commis une escroquerie et mis ta mère de 67 ans à la porte de sa propre maison parce que tu pensais que j'étais trop stupide pour le remarquer. Sa voix devint aiguë, désespérée. Maman, tu es confuse. Le chagrin a été accablant, et quelqu'un profite manifestement de ton état émotionnel. L'audace était à couper le souffle. Même prise la main dans le sac, Victoire essayait de me manipuler. Victoire, ma chérie, laisse-moi clarifier quelque chose pour toi. Non seulement tu n'as jamais rien hérité, mais ton véritable héritage, les 10 millions que ton père t'a laissés, est maintenant à moi aussi, grâce à une jolie clause qu'il a incluse sur le fait de me traiter avec dignité et respect. C'est impossible. L'inspectrice Leclerc est assise juste ici si tu veux discuter de l'impossibilité des accusations de fraude avec elle. Le téléphone est devenu silencieux. Je pouvais presque entendre l'esprit de Victoire s'emballer, calculer, chercher un angle. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer quelque part et en parler raisonnablement? Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement. Oh, nous nous rencontrerons certainement bientôt, au palais de justice, lors de ta mise en examen. Tu n'oserais pas porter plainte contre ta propre fille.
Quelque chose de froid et de définitif s'est cristallisé dans ma poitrine. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et j'ai regardé Maître Moreau, qui rayonnait d'approbation. Combien de temps avant qu'elle ne soit arrêtée? L'inspectrice Leclerc a suffisamment de preuves pour un mandat. Ils l'arrêteront ce soir. Et Kevin? Ses dossiers financiers sont en cours de réquisition. S'il a participé à la création de ces documents, il sera également inculpé. Mon téléphone a vibré avec un texto de Victoire. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense aux petits-enfants. J'ai montré le message à l'inspectrice Leclerc, qui a souri sombrement. Manipulation émotionnelle, schéma de comportement classique pour ce type de crime. J'ai répondu, j'y pense. Il mérite de voir ce qui arrive quand on vole sa famille. 20 minutes plus tard, Kevin a appelé. Marguerite, nous pouvons sûrement résoudre cela en privé. Victoire a pris de mauvaises décisions, mais impliquer la police semble excessif. Kevin, l'as-tu aidé à falsifier ces documents? Ce n'est pas, Marguerite, tu dois comprendre la pression sous laquelle Victoire était. Elle s'inquiétait de ton état mental, de ta capacité à gérer de grosses sommes d'argent. Donc c'est un oui. Ce n'était pas malveillant. Elle croyait sincèrement qu'elle te protégeait. En me jetant hors de ma maison et en me disant de trouver un endroit où mourir. Kevin resta silencieux. Kevin, voici ce qui va se passer. Vous allez tous les deux être arrêtés. Vous allez tous les deux faire face à des accusations fédérales de fraude. Et je serai assise dans ma maison, à regarder tout cela se dérouler. Marguerite, s'il te plaît, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 43 ans. Ça ne m'a pas bien réussi. La police a arrêté Victoire à 20h30 alors qu'elle dînait au Grand Véfour, célébrant apparemment son héritage avec Kevin et un autre couple. Selon l'inspectrice Leclerc, elle a hurlé à l'arrestation arbitraire et a exigé d'appeler son avocat, qui s'est avéré être le partenaire de golf de Kevin et n'avait aucune expérience en droit pénal. Kevin a été arrêté à son bureau le lendemain matin. L'expert comptable judiciaire avait retracé les documents falsifiés jusqu'à une imprimerie que l'entreprise de Kevin utilisait pour créer des prospectus d'investissement frauduleux. Apparemment, mon gendre avait un casier judiciaire assez fourni que Victoire ignorait ou choisissait d'ignorer. J'ai passé ma première nuit de retour dans ma maison en 43 ans, dormant dans la chambre principale. Victoire y avait déjà installé ses affaires, remplaçant l'organisation soignée de Robert par son chaos de vêtements de créateur et de cosmétiques coûteux. J'ai tout mis dans des sacs poubelles et les ai laissés sur le perron. Qu'elle vienne les chercher quand elle paiera sa caution. La maison me semblait différente maintenant, non pas parce que Robert était parti, mais parce que je la voyais enfin comme la mienne. Pendant des décennies, je l'avais entretenue comme le sanctuaire de Robert, conçu selon ses préférences, ses besoins, sa vision de la façon dont nous devrions vivre. Maintenant, en regardant autour de moi avec des yeux clairs, j'ai réalisé à quel point peu de moi avait jamais été reflété dans ces pièces. Cela allait changer. Maître Moreau a appelé vers midi avec des nouvelles. La caution de Victoire est fixée à 50 000 €. Comme tous ses comptes sont gelés, elle devra trouver quelqu'un d'autre pour la couvrir. Et Kevin? 200 000 €. Apparemment, le juge n'a pas été impressionné par son historique de crimes financiers. Qui aurait cru que votre gendre faisait l'objet d'une enquête pour délit d'initié? Je ne le savais certainement pas. Mais encore une fois, j'avais été exclue de la plupart des discussions financières familiales. Victoire et Kevin m'avaient toujours parlé comme si j'étais une enfant quand il s'agissait d'argent, simplifiant des concepts qu'ils supposaient que je ne pouvais pas comprendre. Ils allaient apprendre tout ce que j'avais réellement compris. Maître Moreau, je veux faire quelques changements dans la maison. Victoire avait des entrepreneurs prêts à rénover. J'aimerais poursuivre certains de ces plans, mais avec ma propre vision. Excellente idée. C'est votre maison maintenant, Marguerite. Faites tout ce qui vous rend heureuse. Ce qui me rendait heureuse, réalisai-je, c'était l'idée de défaire chaque supposition que Victoire avait faite sur mon héritage. Elle prévoyait de vider la cuisine, de remplacer les parquets et de convertir le bureau de Robert en cave à vin. J'allais transformer le bureau en atelier d'art et les plans de la cave à vin en bibliothèque. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Dubois, ici Jeannette Cooper de TFN. Nous croyons savoir que vous êtes victime d'une importante affaire d'escroquerie aux personnes âgées impliquant votre fille.
Seriez-vous prête à partager votre histoire? La nouvelle se répandait. Dans une ville comme Paris, l'arrestation d'un banquier d'affaires de premier plan et de sa femme pour avoir escroqué sa belle-mère âgée était une nouvelle. Mademoiselle Cooper, j'apprécie votre intérêt, mais je ne suis pas prête à faire de déclaration publique. Je comprends que cela doit être difficile, mais votre histoire pourrait aider d'autres personnes âgées à reconnaître les signes avant-coureurs de l'abus financier familial. Elle avait raison. Combien d'autres femmes de mon âge étaient manipulées par des enfants adultes qui les voyaient comme des obstacles gênants à un héritage? Si je décide de raconter mon histoire, aurais-je le contrôle sur la façon dont elle est présentée? Absolument. Nous pourrions organiser une interview où vous auriez l'approbation du montage final. Je pensais à Victoire, probablement assise dans une cellule en ce moment même, croyant toujours que tout cela n'était qu'un malentendu dont elle pourrait se sortir par son charme. Mademoiselle Cooper, laissez-moi vous rappeler. J'ai être une sacrée histoire à raconter. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre du vin cher que Kevin nous avait envoyé pour Noël. Un vin que je buvais apparemment maintenant dans ma propre maison, acheté avec mon propre argent, tout en me demandant si je devais humilier publiquement ma fille à la télévision. La vie avait certainement pris un tournant intéressant. La sonnette a retenti à 7 heures du matin précise. À travers la fenêtre, j'ai pu voir Victoire sur mon perron, portant les vêtements de la veille et ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Elle avait réussi à payer sa caution. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Maman, s'il te plaît. Nous devons parler. Nous avons parlé hier. Tu m'as dit de trouver un autre endroit où mourir. J'ai trouvé un endroit où vivre à la place. » Les yeux de Victoire étaient rougis. Son calme habituel était complètement brisé. J'ai fait des erreurs. De terribles erreurs. Mais je suis toujours ta fille. L'es-tu? Parce que les filles ne falsifient généralement pas de documents légaux pour voler l'héritage de leur mère. Je ne volais pas. J'étais. Elle s'arrêta, luttant visiblement pour trouver des mots qui ne sonnaient pas criminels. Tu étais quoi, Victoire? J'essayais de te protéger de mauvaises décisions financières. Tu n'as jamais géré de grosses sommes d'argent. Même maintenant, même après avoir été arrêtée pour fraude, elle ne pouvait pas admettre la vérité. Dans l'esprit de Victoire, elle était toujours la victime de mes attentes déraisonnables. Victoire, laisse-moi te raconter quelque chose que ton père m'a dit 6 mois avant de mourir. Il a dit qu'il s'inquiétait de ton sentiment que tout était dû, de ton attitude envers l'argent et de la façon dont tu traitais les gens que tu considérais comme inférieurs à toi. Son visage est devenu pâle. Papa n'a jamais dit ça. Il a dit que tu lui rappelais sa sœur, Éléonore. Belle, charmante et complètement incapable de penser à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Il m'a dit qu'il changeait le testament spécifiquement parce qu'il avait peur de ce que tu me ferais si tu avais le contrôle. C'est un mensonge. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré un enregistrement vocal. En fait, non. Ton père a enregistré un message vidéo expliquant sa décision, à diffuser si jamais tu contestais le testament ou si tu me traitais mal après sa mort. Victoire a regardé le téléphone comme si c'était un serpent venimeux. Il savait, ma chérie. Il savait exactement qui tu étais sous tout ce charme. La seule chose qu'il n'avait pas prédite, c'est jusqu'où tu irais réellement. Joue-le, a-t-elle murmuré. J'ai touché l'écran et la voix de Robert a rempli l'air matinal, claire, mesurée et absolument dévastatrice. Si tu entends ceci, Victoire, cela signifie que mes craintes concernant ton caractère étaient justifiées. J'espérais avoir tort. J'espérais que ma fille avait plus d'intégrité que je ne le soupçonnais. Mais si Marguerite joue cet enregistrement, cela signifie que tu m'as donné raison de la pire manière possible. Victoire s'est effondrée sur les marches du perron alors que la voix de Robert continuait. J'ai passé 43 ans à regarder ta mère sacrifier ses rêves, ses ambitions, son indépendance pour prendre soin de notre famille. Elle a pris des emplois à temps partiel pour aider à payer tes études pendant que je construisais mon entreprise. Elle a reporté sa propre éducation, a renoncé à des opportunités de carrière, et s'est consacrée à être l'épouse et la mère dont elle pensait que nous avions besoin. L'enregistrement a continué pendant 3 minutes, chaque mot soigneusement choisi. Chaque phrase un scalpel tranchant à travers les justifications et les auto-illusions de Victoire. Au moment où tu entendras ceci, tu auras découvert que maltraiter ta mère t'a tout coûté. J'espère que ça en valait la peine. Quand ça s'est terminé, Victoire pleurait.
Pas les jolies larmes qu'elle utilisait pour manipuler les gens depuis l'enfance, mais des sanglots laids et brisés. Il me détestait, a-t-elle murmuré. Non, Victoire, il t'aimait assez pour espérer que tu lui prouverais qu'il avait tort. Tu as choisi de lui prouver qu'il avait raison à la place. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara striant ses joues. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu fais face aux conséquences de tes choix. Les accusations de fraude, l'enquête, l'humiliation publique quand cette histoire fera la une des journaux. Les journaux? TF1 veut m'interviewer sur l'abus financier envers les personnes âgées. Je pense dire oui. Le visage de Victoire s'est complètement décomposé. Maman, s'il te plaît, pense à ce que cela va faire aux petits-enfants, à la carrière de Kevin, à toute notre famille. J'y pense. Je pense au fait que tu n'as pensé à aucune de ces choses quand tu as décidé de commettre plusieurs délits graves. Elle s'est levée lentement, l'air plus âgé et plus vaincu que je ne l'avais jamais vue. Je sais que tu ne le croiras pas, mais je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je voulais juste l'argent. Je voulais la sécurité, le statut. Je voulais ne plus jamais avoir à m'inquiéter de rien. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Victoire disait la vérité. Je te crois, ma chérie, mais vouloir quelque chose ne justifie pas de détruire les gens pour l'obtenir. Elle a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Que puis-je faire pour arranger ça? Tu peux commencer par admettre que ce que tu as fait était mal. Pas mal avisé, pas protecteur, pas compliqué, mal. C'était mal. C'était complètement et impardonnablement mal. Et ensuite, tu peux faire face aux conséquences qui suivront avec une certaine dignité au lieu d'essayer de te sortir de là par la manipulation. Victoire m'a regardé un long moment, voyant peu, être pour la première fois non pas la mère soumise qu'elle avait toujours connue, mais la femme qui venait de la déjouer complètement. Je l'ai mérité, n'est-ce pas? Oui, Victoire. Tu l'as absolument mérité. Oh! 3 jours après la confession de Victoire sur le perron, la mère de Kevin s'est présentée à ma porte. Éléonore Renaud était tout ce que j'attendais, parfaitement coiffée, couverte de bijoux et rayonnant de ce sentiment de supériorité qui ne vient que de 3 générations de richesses héritées. Marguerite, nous devons discuter de cette situation rationnellement. Je l'ai invitée à entrer, curieuse de voir quelle version de la réalité la famille Renaud avait construite pour expliquer les accusations criminelles de leur fils. Éléonore s'est installée dans mon salon comme si elle m'accordait une audience. Kevin a fait de mauvais choix, évidemment, mais le poursuivre en justice semble plutôt vindicatif, ne trouvez-vous pas? Vindicatif? Votre fils a aidé à voler mon héritage et m'a mise à la porte de ma propre maison. Kevin suivait l'exemple de Victoire. Il ne comprenait pas toute la situation. La femme essayait en fait de blâmer ma fille pour le comportement criminel de son fils. Je devais admirer l'audace. Madame Renaud, Kevin a créé des documents légaux falsifiés. Ce n'est pas suivre l'exemple de quelqu'un. C'est un complot pour commettre une fraude. L'avocat de Kevin pense que nous pouvons parvenir à un accord qui profite à tout le monde. Vous récupérez votre maison. Victoire fait face à des conséquences appropriées. Et Kevin évite la publicité d'un procès. Conséquences appropriées. Comme si les crimes de Victoire étaient une violation mineure de l'étiquette. Quel genre d'accord? Éléonore a souri, croyant clairement avoir trouvé une ouverture. La famille de Kevin est prête à vous dédommager pour votre désagrément. Disons 2 millions d'euros en échange de l'abandon des charges contre Kevin. 2 millions d'euros pour pardonner à l'homme qui avait aidé à me voler 30 millions. Madame Renaud, votre fils a participé à un complot qui m'a coûté tout ce que je possédais. Vous pensez que 2 millions couvrent cela? Marguerite, soyez réaliste. Kevin a une carrière, des enfants, une réputation à maintenir. L'envoyer en prison ne sert à personne. Ça sert la justice. La façade polie d'Éléonore s'est légèrement fissurée. La justice? Vous détruisez plusieurs familles pour de l'argent que vous n'auriez de toute façon jamais suggéré. Voilà. La même attitude condescendante qui avait empoisonné ma relation avec Victoire. Dans leur monde, j'étais juste la domestique qui s'était rebellée. Madame Renaud, je pense que nous avons terminé ici. Marguerite, s'il vous plaît, reconsidérez. 5 millions, dernière offre. 5 millions d'euros pour laisser Kevin s'en tirer.
Le montant était stupéfiant, mais le principe n'était pas négociable. Ma réponse est non. Éléonore s'est levée, son sang-froid complètement restauré. Très bien, mais vous devriez savoir que l'équipe juridique de Kevin a trouvé des informations intéressantes sur les pratiques commerciales de votre mari. Il serait fâcheux que cela devienne public pendant le procès. La menace était claire, mais je ne ressentais aucune peur, seulement de la curiosité. Quel genre d'informations ? Le genre qui pourrait vous faire reconsidérer qui est le vrai criminel dans cette situation. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Maître Moreau. Marguerite, quoi qu'il pense avoir trouvé, cela ne change rien au fait des crimes de Victoire et Kevin. Mais cela pourrait-il affecter l'affaire ? Potentiellement. S'ils peuvent brouiller les pistes, créer des doutes sur le caractère ou les pratiques commerciales de Robert, cela pourrait influencer un jury. J'ai pensé à Robert, à notre mariage, à tous les secrets qui pourraient être enfouis dans 43 ans de vie commune. Maître Moreau, je veux tout savoir sur les affaires de Robert. Chaque accord, chaque partenariat, chaque irrégularité potentielle. Marguerite, en êtes-vous sûre ? Parfois, il vaut mieux laisser le passé tranquille. La famille Renaud menace de traîner la mémoire de Robert dans la boue pour protéger leur fils criminel. Je préfère connaître la vérité d'abord. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau de Robert, mon bureau maintenant, et j'ai commencé à parcourir ses dossiers systématiquement. Robert avait été méticuleusement organisé, chaque document daté et classé. Mais en creusant plus profondément dans ses archives commerciales, j'ai commencé à trouver des choses qui n'avaient pas tout à fait de sens. Des paiements à des sociétés écrans, des frais de consultation qui semblaient excessifs, des partenariats avec des entreprises qui ne semblaient exister que sur le papier. À minuit, j'avais découvert quelque chose qui changeait tout ce que je pensais savoir sur mon mari. La détective privée recommandée par Maître Moreau était une femme aux yeux vifs nommée Carole Martin, spécialisée dans la criminalité financière. Elle a passé 6 heures dans le bureau de Robert, photographiant des documents et dressant ce qu'elle appelait « le vrai tableau de l'empire commercial de mon mari ». Madame Dubois, votre mari dirigeait une opération sophistiquée de blanchiment d'argent via son cabinet de conseil. Nous parlons de millions d'euros de transactions illégales au cours de la dernière décennie. La révélation m'a frappé comme un coup physique. C'est impossible. Robert était l'homme le plus honnête que je connaisse. Je suis désolée, mais les preuves sont accablantes. Il blanchissait de l'argent pour le grand banditisme en utilisant son entreprise légitime comme façade. J'ai regardé les documents étalés sur le bureau de Robert. Des factures pour des services jamais rendus. Des contrats de conseil avec des entreprises qui n'existaient pas. Des échéanciers de paiement qui correspondaient à des activités criminelles connues. Depuis combien de temps cela durait-il ? D'après ses archives, au moins 12 ans, probablement plus. 12 ans. Pendant que j'organisais des dîners et assistais à des galas de charité, mon mari facilitait des entreprises criminelles. Madame Dubois, il y a plus. Les 10 millions d'euros que Robert a laissés à Victoire, cet argent provenait directement de fonds blanchis. Si la police judiciaire découvre cela, ils saisiront tout comme produit d'activité criminelle. La pièce s'est mise à tourner. Tout ? La maison, les investissements, tout ? À moins que. À moins que quoi ? Carole semblait mal à l'aise. À moins que l'équipe juridique de Victoire et Kevin ne soit déjà au courant et prévoit de l'utiliser comme levier. S'ils informent la PJ des crimes de votre mari, ils pourraient négocier une immunité en échange de leur coopération. Ma fille et son mari n'étaient pas seulement des voleurs. Ils détenaient une arme nucléaire au-dessus de ma tête. Quelles sont mes options ? Légalement, vous pourriez contacter la PJ vous-même, vous dénoncer volontairement et espérer une indulgence. Vous perdriez la plupart de l'argent, mais vous pourriez garder la maison. Et si je ne le fais pas ? Les avocats de Victoire et Kevin divulgueront probablement cette information de manière stratégique. Vous perdrez tout de toute façon, mais vous ferez également face à des accusations potentielles pour avoir bénéficié sans le savoir d'activités criminelles. J'ai pensé à la confiance suffisante d'Éléonore Renaud, à sa certitude que j'accepterais leur offre de règlement. Ils connaissaient les crimes de Robert depuis le début. Carole, comment ont-ils découvert ça ? Kevin est banquier d'affaires. Il aurait reconnu les schémas dans les dossiers financiers de votre mari. La question est, que prévoit-il de faire avec cette information ? Mon téléphone a sonné.
Le numéro de Victoire. Maman, nous devons nous voir ce soir. Il y a des choses que tu dois savoir sur papa qui changent tout. Je sais déjà, Victoire, silence. Puis, tu sais quoi? Je sais pour le blanchiment d'argent. Je sais pour les liens avec le crime organisé. Je sais que tout ce que ton père nous a laissé est souillé. Maman, écoute-moi attentivement. Les avocats de Kevin ont été en contact avec la PJ. Ils sont prêts à nous laisser renégocier notre situation. Quel genre de renégociation? Kevin obtient l'immunité en échange d'informations sur le réseau criminel de papa. Tu gardes 5 millions et la maison. Le reste va au gouvernement. Et toi? Les accusations de fraude disparaissent. Nous sortons tous de ce pétrin. C'était brillant, d'une manière sociopathique. Victoire avait transformé ma victoire morale en son avantage stratégique. Victoire, tu me demandes de t'aider à profiter de tes crimes en exploitant les crimes de papa. Je te demande d'être pragmatique. L'alternative est de tout perdre et de potentiellement faire face à des accusations toi-même. J'ai regardé autour du bureau de Robert, le voyant clairement pour la première fois. Les meubles chers, les livres rares, la collection d'art, tout cela acheté avec de l'argent sale. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Maman, la réunion avec la PJ est demain matin. L'avocat de Kevin a besoin d'une réponse ce soir. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité du bureau de Robert, entourée des preuves de sa double vie. 43 ans de mariage avec un étranger, une fille qui avait hérité plus que de l'argent de son père. Elle avait hérité de son talent pour la tromperie. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé qui j'étais quand j'étais dos au mur. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Carole Martin. Carole, à quelle vitesse pouvez-vous m'obtenir un rendez-vous avec la police judiciaire? J'ai une histoire à leur raconter, et je pense qu'ils vont la trouver très intéressante. Oh! L'agente de la brigade financière, Sophie Martel, ressemblait exactement à ce que le casting central commanderait pour une enquêtrice. Sérieuse, intelligente et complètement insensible au charme. Elle s'est assise en face de moi dans la salle de conférence de Maître Moreau, enregistrant notre conversation et prenant des notes avec une précision mécanique. Madame Dubois, comprenez-vous qu'en vous présentant volontairement, vous admettez potentiellement avoir bénéficié de produits criminels? Je comprends, mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de laisser ma fille et son mari manipuler cette situation à leur avantage. J'ai tout exposé. Les affaires cachées de Robert, le plan de fraude de Victoire, les faux de Kevin et la tentative d'extorsion déguisée en offre de règlement. Votre fille croit qu'elle peut échanger des informations sur les crimes de votre mari contre une immunité pour ses propres accusations. C'est exactement ce qu'elle croit, et elle pense que je vais coopérer parce que j'ai peur de tout perdre. L'agente Martel a souri pour la première fois. Avez-vous peur, Madame Dubois? Agente Martel, il y a 2 semaines, j'étais une veuve éplorée dormant dans un hôtel miteux. Aujourd'hui, je suis assise ici à avouer volontairement à des agents de l'État l'entreprise criminelle de mon défunt mari. La peur n'est plus mon émotion principale. Qu'est-ce que c'est, alors? La colère. Une colère pure et cristallisée d'avoir été manipulée par des gens qui ont sous-estimé mon intelligence pendant des décennies. Le sourire de l'agente Martel s'est élargi. Madame Dubois, seriez-vous prête à porter un micro? 3 heures plus tard, j'étais assise dans mon salon avec un appareil d'enregistrement scotché à ma poitrine, attendant que Victoire et Kevin arrivent pour ce qu'ils pensaient être une réunion de reddition. Ils ont frappé à 20 heures précises, tous deux habillés comme s'ils assistaient à un dîner d'affaires. Kevin portait une mallette qui contenait probablement des accords d'immunité et des papiers de règlement. « Maman, tu as meilleure mine que depuis des semaines », a dit Victoire en m'embrassant sur la joue comme si de rien n'était. « Je me sens mieux. » La clarté a cet effet. Kevin a ouvert sa mallette avec l'efficacité de quelqu'un qui avait mené des négociations similaires auparavant. « Marguerite, nos avocats ont structuré cela très favorablement pour vous. Vous conservez la maison, 5 millions d'euros d'actifs propres et une immunité complète contre toute accusation liée aux activités de Robert. Des actifs propres. C'est une expression intéressante. Victoire a lancé un regard d'avertissement à Kevin. Maman, l'important est que nous soyons tous protégés. Le passé reste enterré et nous allons tous de l'avant. Et les 30 millions que Robert m'a réellement laissés? Maman, cet argent est souillé.
Il ne peut pas être séparé des activités criminelles de papa. Prendre 5 millions est le meilleur résultat possible. Et vous deux? Que retirez-vous de cet arrangement? Kevin s'est penché en avant, sa confiance revenant. Nous mettons cet malheureux malentendu derrière nous. Les accusations de Victoire disparaissent. Ma réputation reste intacte et notre famille peut guérir. Malentendu. Il appelait encore une fraude criminelle un malentendu. Kevin, aidez-moi à comprendre quelque chose. Quand exactement avez-vous découvert les activités criminelles de Robert? Que voulez-vous dire? Je veux dire, saviez-vous pour le blanchiment d'argent quand vous avez épousé Victoire? Ou l'avez-vous découvert récemment en planifiant de voler mon héritage? Kevin et Victoire ont échangé des regards. Marguerite, je ne pense pas que ce soit pertinent pour notre discussion actuelle. En fait, je pense que c'est très pertinent. Parce que si vous connaissiez les crimes de Robert et n'avez rien dit, cela fait de vous un complice. Et si vous ne les avez découverts qu'en commettant vos propres crimes, cela fait de vous quelqu'un de remarquablement malchanceux. Le sang-froid de Victoire commençait à se fissurer. Maman, où veux-tu en venir? Je veux en venir au fait que vous deux avez planifié cela pendant des mois, voire des années. Le faux testament, la découverte du blanchiment d'argent, même les relations de Kevin avec des faussaires de documents. Rien de tout cela n'était spontané. C'est ridicule. Vraiment, l'agente Martel trouve ça tout à fait plausible. La couleur a quitté leurs deux visages. Agente Martel, a murmuré Kevin. De la brigade financière. Elle a été très intéressée par mon histoire d'abus de faiblesse systématique, de fraude et d'extorsion. Particulièrement la partie où vous avez essayé de me faire chanter avec les crimes de mon défunt mari. Kevin s'est levé brusquement, tendant la main vers sa mallette. Marguerite, cette conversation est terminée. En fait, Kevin, je pense qu'elle ne fait que commencer. L'agente Martel et deux autres agents sont entrés dans mon salon alors que Victoire et Kevin étaient assis, figés sur place. La mallette que Kevin avait tenté de saisir a été immédiatement confisquée, ainsi que leurs deux téléphones. Victoire Dubois-Renaud et Kevin Renaud, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une escroquerie, abus de faiblesse et tentative d'extorsion sur un témoin protégé par l'État. Victoire s'est tournée vers moi avec une expression de trahison absolue. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? De la même manière que tu as pu falsifier des documents légaux et voler mon héritage, ma chérie, sauf que ma manière est légale. Alors que les agents leur passaient les menottes, Kevin a tenté un dernier coup désespéré. Marguerite, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Il y a des gens liés aux affaires de Robert qui n'apprécieront pas l'attention des autorités. Tu t'es mise en danger. L'agente Martel a fait une pause dans la lecture de leurs droits. Monsieur Renaud, menacez-vous un témoin de l'État? Je la préviens de la réalité de sa situation. La réalité, a dit l'agente Martel, c'est que vous venez d'ajouter l'intimidation de témoins à vos chefs d'accusation. Après leur départ, l'agente Martel s'est rassise en face de moi. Madame Dubois. L'avertissement de Kevin ne peut être pas entièrement vide de sens. Votre mari était lié à des personnes dangereuses. À quel point dangereuses? Principalement le milieu corso marseillais. Ils utilisent des entreprises légitimes pour blanchir de l'argent depuis des décennies. Le cabinet de conseil de votre mari était l'une de leurs opérations les plus réussies. Le nom ne me disait rien, mais l'expression de l'agente me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Vous voulez dire que je suis en danger physique réel? Potentiellement. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir sur l'opération de votre mari. Quelque chose qui change tout. L'agente Martel a sorti un épais dossier, du genre qui suggérait des mois d'enquête. Madame Dubois, votre mari ne se contentait pas de blanchir de l'argent pour eux. Il était un informateur pour la police. Le monde a basculé. Pendant 12 ans, il a fourni des informations sur leurs opérations tout en semblant faciliter leur blanchiment d'argent. L'opération était si sensible que même les bureaux locaux n'étaient pas informés. Votre mari nous aidait à monter des dossiers contre plusieurs familles du crime organisé. Mais l'argent était réel. Les services fiscaux lui ont permis de conserver un pourcentage des fonds blanchis en guise de paiement pour sa coopération et pour maintenir sa couverture. Tout ce qu'il vous a laissé a été gagné grâce à une coopération légitime avec l'État. Je l'ai fixé,
essayant de digérer cette révélation. Donc, les 30 millions d'euros sont légalement à moi? Votre mari est décédé avant la conclusion de l'enquête, mais sa coopération sur 12 ans a directement conduit à 47 arrestations et à la saisie de plus de 200 millions d'euros d'actifs criminels. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que l'enquête était en cours et que nous n'étions pas certains de votre implication ou de vos connaissances. Le stratagème de fraude de votre fille et de votre gendre nous a en fait aidé à confirmer votre innocence. Victoire et Kevin ne savaient rien de tout cela. Ils soupçonnaient une activité criminelle, mais ils n'avaient aucune idée de la coopération avec l'État. Ils prévoyaient de vous faire chanter avec des informations qui auraient en fait disculpé votre mari. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque poétique. Victoire avait essayé de voler mon héritage 2 fois, une fois par la fraude et une fois par le chantage basé sur des informations incomplètes. Agente Martel, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous récupérez votre argent, votre fille et votre gendre font face à des accusations fédérales, et vous décidez du genre de vie que vous voulez construire avec votre héritage légitime. Et le danger dont Kevin a parlé? Le milieu sera trop occupé à gérer ses propres problèmes juridiques pour s'inquiéter de vous. Nous exécutons des mandats de perquisition dans 3 régions demain matin. J'ai regardé mon salon, le voyant à nouveau comme le site de ma résurrection plutôt que de mon humiliation. Agente Martel, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, à votre avis professionnel, suis-je une personne horrible pour ressentir de la satisfaction à propos de l'arrestation de Victoire? L'agente Martel a souri. Madame Dubois, à mon avis professionnel, vous êtes une femme qui a refusé d'être une victime. Ce n'est pas horrible. C'est inspirant. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de ma maison rénovée, préparant du café pour 2. Le soleil du matin entrait à flot par de nouvelles fenêtres qui s'ouvraient enfin correctement, illuminant des plans de travail que j'avais choisis moi-même pour la première fois en 43 ans. Bonjour, Marguerite. Sophie Martin, la sœur de Carole et ma nouvelle conseillère financière, est apparue dans l'embrasure de la porte, portant un épais dossier de rapport d'investissement. Bonjour, Sophie. Prête pour notre bilan trimestriel? Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, d'interviews médiatiques et de transformations personnelles. Victoire et Kevin purgeaient chacun des peines de 18 mois de prison. La couverture médiatique de leur crime avait fait de moi une sorte de célébrité dans les cercles de défense des personnes âgées. Votre portefeuille se porte à merveille, a dit Sophie en s'installant à ma nouvelle table de petit déjeuner. La fondation caritative est pleinement opérationnelle et le fonds de bourse a déjà sélectionné ses premiers bénéficiaires. La fondation Marguerite Dubois pour la protection des aînés était devenue ma priorité. En utilisant 15 millions de mon héritage, nous financions l'aide juridique pour les personnes âgées confrontées à l'abus financier familial et soutenions des changements législatifs pour renforcer les lois de protection des aînés. Des nouvelles du documentaire? Netflix a confirmé l'accord de production. Ils veulent commencer le tournage le mois prochain. Mon histoire avait capté l'attention des médias bien au-delà de la couverture initiale. La revanche d'une mère, une affaire française, était en cours de développement en tant que série limitée, dont les bénéfices iraient à des organisations de défense des aînés. Et Victoire, l'expression de Sophie devint prudente. Elle a encore écrit. Son avocat dit qu'elle veut s'excuser et demander pardon. Victoire m'avait écrit 17 lettres de prison. J'avais lu les premières, qui allaient de l'auto-justification au désespoir, avant de décider de ne plus les ouvrir. Certaines relations, une fois brisées, ne peuvent être réparées avec des mots. Sophie, ma position sur ce sujet a-t-elle changé? Pas selon nos conversations précédentes, mais les gens évoluent, Marguerite. Même ceux qui ont fait des choix terribles. Oh le Dieu, je pensais à la femme que j'étais il y a 6 mois. Éplorée, dépendante, prête à accepter les miettes de dignité que ma famille m'offrait. Cette femme aurait pu se sentir obligée de pardonner à Victoire, de reconstruire une relation basée sur la culpabilité et la tradition, mais cette femme avait disparu. Sophie organisait une réunion avec l'avocat de Victoire. Non pas pour me réconcilier, mais pour clarifier quelque chose. Quel genre de chose? Je veux que Victoire comprenne que ses actions ont eu des conséquences au-delà de la punition légale. Je veux qu'elle sache qu'elle a détruit notre relation de manière permanente et que ses enfants grandiront en sachant pourquoi leur mère est allée en prison. Cela semble dur. Bien, c'est censé être dur.
Victoire a fait des choix d'adulte qui ont blessé les gens qu'elle était censée aimer. Elle ne peut pas échapper aux conséquences émotionnelles simplement parce qu'elle a écrit quelques lettres de prison. Sophie a pris des notes dans son porte-documents en cuir. Et les petits-enfants? Victoire a demandé des visites supervisées avec eux. Ma relation avec les enfants de Victoire sera basée sur leurs choix quand ils seront adultes, pas sur les efforts de réhabilitation de leur mère. La sonnette è retente. À travers la fenêtre, j'ai vu un camion de livraison avec un grand colis. Ce doit être les nouveaux meubles pour l'atelier, ai-je dit à Sophie. L'atelier d'art avait été mon projet de rénovation préféré. L'ancien bureau de Robert était maintenant un espace lumineux et aéré où je redécouvrais mon amour pour la peinture, quelque chose que j'avais abandonné en me mariant et en assumant le rôle d'épouse et de mère de soutien. Marguerite, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Regrettez-vous parfois la tournure des événements, les peines de prison, l'attention des médias, la rupture familiale permanente? J'ai réfléchi à la question en signant pour ma livraison. Il y a 6 mois, j'étais invisible, une veuve sans argent, sans maison et sans perspective. Aujourd'hui, j'étais une philanthrope millionnaire avec une fondation, un contrat de documentaire et un but qui s'étendait bien au-delà de ma propre survie. Sophie, ma fille, a essayé de voler tout ce que je possédais et de me laisser à la rue. Mon gendre a créé des faux documents et m'a menacé de chantage. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient quand ils pensaient que j'étais impuissante à les arrêter. Mais ils sont toujours de la famille. Non, ils sont toujours de l'ADN. La famille, ce sont les gens qui vous protègent quand vous êtes vulnérable, pas ceux qui exploitent votre vulnérabilité à des fins lucratives. Sophie a fermé son porte-documents, satisfaite de ma réponse. D'ailleurs, ai-je ajouté, regardez ce que je suis devenue quand j'ai cessé de leur permettre de définir ma valeur. Après le départ de Sophie, j'ai traversé ma maison. Vraiment, ma maison maintenant, décorée selon mon goût, organisée autour de mes priorités. Dans l'atelier d'art, j'ai découvert ma dernière peinture, un autoportrait d'une femme debout en pleine lumière. Son visage tourné vers l'avenir. La femme sur le tableau ne ressemblait en rien à la veuve éplorée qui avait emballé sa vie dans 2 valises 6 mois plus tôt. Cette femme avait l'air puissante, indépendante, sans peur. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de devenir tout ce que vos ennemis n'ont jamais pensé que vous pourriez être. Dehors, le soleil se couchait derrière des arbres que j'avais plantés moi-même, dans une terre qui m'appartenait, sur une propriété que j'avais défendue par l'intelligence et le courage plutôt que d'en hériter par mariage ou par naissance. Demain, je continuerai à construire la vie que j'avais choisie plutôt que celle que d'autres avaient planifiée pour moi. Et si Victoire voulait reconstruire une relation avec cette femme, elle ferait mieux d'apporter bien plus que des lettres de prison et des excuses creuses. Elle ferait mieux d'apporter une transformation complète, qui corresponde à la mienne. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.